là où les traumas prennent la parole. Ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous imprégner de témoignages des personnes qui ont eu affaire à une présence invisible nommée Dorlis, bien connue en Martinique. Un Dorlis, dans la tradition antillaise, est un esprit ou un être surnaturel associé aux agressions nocturnes, souvent décrit comme prenant la forme d'un homme capable de traverser les murs pour tourmenter, paralyser ou abuser les dormeurs, principalement les femmes. Son objectif principal est d'abuser intimement, de voler la paix, la vitalité ou l'énergie des victimes durant leur sommeil, en semant peur et désarroi dans le secret de la nuit. Je vais te proposer 5 témoignages fictifs ou inspirés du réel, de personnes qui ont vécu ces moments terrifiants avec un Dorlis. Reste bien jusqu'au bout, car à la fin, tu sauras comment vaincre le Dorlis grâce à des rituels et astuces populaires. Avant de te raconter l'histoire de Lila, on se met dans l'ambiance. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi allongé dans ton lit, dans l'obscurité la plus complète. La nuit tombe sur le village. Une brise légère fait frissonner les feuilles des arbres à travers la fenêtre entr'ouverte. Tout semble paisible. Et pourtant, une présence étrange dans l'air, tapie dans l'ombre, prête à surgir lorsque tu seras le plus vulnérable. Que ferais-tu si chaque nuit, le sommeil devenait un piège, qu'une terreur silencieuse venait s'asseoir sur ta poitrine, incapable de bouger, incapable de crier? Laisse-moi t'emmener dans les souvenirs les plus sombres de Lila. Lila avait 12 ans la première fois que tout a commencé. Elle vivait alors chez ses parents, dans une petite maison basse entourée de balcons en bois et de bruits nocturnes typiques de la Martinique. Les grenouilles, les grillons et le lointain grondement de la mer que l'on percevait parfois à travers la nuit. Mais cette nuit-là, tout était différent. Lila se sentait lourde, engourdie. Elle dormait d'un sommeil agité lorsqu'un bruit inhabituel la réveilla. Un froissement. Peut-être le voilage léger qui bougeait, mais ce n'était pas le vent, non. C'était comme si quelqu'un s'était faufilé discrètement dans sa chambre. Son instinct la poussa à rouvrir les yeux, mais son corps était totalement paralysé. Tout autour d'elle, l'air s'alourdissait, le silence devenait oppressant. Un poids écrasant s'abattit fréquemment sur sa poitrine, l'empêchant littéralement de respirer. Dans l'obscurité la plus totale, elle essayait de hurler, de bouger, mais aucun son ne sortait. Son regard fixait le plafond. Son cœur battait la chamade. Ce sentiment d'impuissance et de solitude lui glaça le sang. Au petit matin, Lila crut avoir rêvé, mais en se levant, elle remarque d'étranges marques rouges, presque invisibles sur la face interne de ses cuisses. Des griffures, comme si une présence invisible, aux ongles acérés, l'avait attrapée. Elle n'osa rien dire. Elle pensait d'abord que c'était le fruit de son imagination, qu'elle s'était peut-être griffée dans son sommeil. Mais les nuits suivantes, le phénomène se répéta. Parfois, c'était une odeur étrange, subtilement acide, qui semblait flotter près de son oreiller. D'autres fois, Lila sentait comme un souffle froid sur sa nuque. Et elle restait gelée de peur sous ses draps, les yeux grands ouverts, épuisée par la terreur et la honte. Un matin, en entendant Lila pleurer, sa mère remarqua enfin les bleus et les marques. Convaincue qu'il y avait là quelque chose de surnaturel, elle décida d'en parler à son mari, qui, lui, refusa d'y croire. C'est dans sa tête, tu verras, elle lit trop de livres d'histoire. Mais la peur, elle, ne fit que grandir dans le cœur de Lila. Elle fut méfiante, incapable de s'endormir sans la lumière d'une veilleuse. Une nuit, alors qu'elle pensait réussir à trouver le sommeil, Lila fut brutalement réveillée par un courant d'air glacial. Sa fenêtre, pourtant fermée, claquait contre le mur. Les meubles semblent vibrer tout doucement dans la pièce. Elle sentit de nouveau ce poids sur son torse, cette pression insoutenable, et la sensation obsédante qu'une silhouette se penchait sur elle.
Cette fois, elle définissait presque une ombre, grande, effilée, indistincte, dont elle distinguait à peine le contour dans l'obscurité. Lila tenta de réciter une prière, mais les mots restaient bloqués, empêchés par une force invisible. Les jours suivants, elle refusait de rester seule, s'endormait sur le canapé du salon quand elle le pouvait. Sa mère, inquiète, décide alors d'agir. Avec l'aide d'une vieille dame du village, elles placèrent une paire de ciseaux ouverts sous son lit et tracèrent des symboles à la craie blanche tout autour de la chambre. Une odeur puissante d'encens planait désormais dans la maison chaque soir. La vieille, qui connaissait bien les histoires de Dorlis, prononçait d'étranges prières, tout en murmurant « Ne laisse jamais tomber tes bras, ma fille ». Pendant plusieurs nuits, Lila sentit une accalmie, jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle commençait à se rassurer, elle avait la sensation de se faire tirer les cheveux. Prise de panique, elle sut alors qu'elle devait se battre, que cette chose, cet être de l'ombre, ne partirait que si elle trouvait la force de lui résister. Ce combat invisible dura des semaines. Parfois, la simple lumière d'une veilleuse suffit à la rassurer. D'autres fois, elle gardait sur elle un petit crucifix offert par sa grand-mère. Lentement, la peur recula, mais laissait place à de nouveaux cauchemars, à des sursauts en pleine nuit, au cœur battant à tout rompre. Plus tard, devenue adulte, Lila raconta : « Ce n'était pas un simple cauchemar. Les marques sur mon corps, les odeurs, la terreur qui me paralysait, tout était bien réel. C'est l'écoute de ma mère, le courage de briser le silence et les petits rituels qui m'ont sauvée. Mais je sais qu'à jamais, je resterai marquée par ces nuits où je n'étais plus seule dans ma chambre. » Ce récit n'est pas qu'une histoire de peur, c'est aussi un témoignage sur l'incompréhension, le tabou, mais surtout sur la nécessité de la parole. Derrière la légende du Dorlis, il y a la réalité de la peur, de la solitude et parfois du traumatisme vécu dans le silence. Avant de plonger dans notre deuxième histoire, mettons-nous dans l'ambiance. Imagine un instant, tu es allongé dans ton lit, la maison entière assoupie. Dehors, le vent fait craquer les volets. Tu ressens alors un souffle glacé te caressant la nuque. Des bruits inexplicables résonnent, donnant la sensation qu'une présence invisible se faufile dans ton foyer. Je vais te raconter l'histoire de Cécile et de son fils, une histoire où la peur se glisse par les fissures, ébranlant la réalité de toute une famille. Cécile n'a jamais été superstitieuse. Pour elle, les légendes de Dorlis appartenaient à une époque révolue, de celles que l'on raconte pour effrayer les enfants désobéissants. Mais il y a quelques années, tout a basculé. Mère célibataire, elle vivait dans une ville tranquille du centre de la Martinique avec son fils Mathis, âgé de 9 ans. Leur maison, petite mais chaleureuse, résonnait le soir, des rires complices, jusqu'au jour où la nuit a commencé à prendre un visage tout autre. Tout a commencé par une simple impression, la sensation d'être enregistrée. Une nuit, alors qu'elle éteignait la lampe de chevet, Cécile entendit des bruits ténus, comme si quelqu'un marchait à pas feutrés sur le carrelage froid de la salle à manger. Elle se leva, persuadée que c'était Mathis. Mais en traversant le couloir, elle vit la porte de sa chambre fermée, la lumière éteinte, son fils profondément endormi. Ce soir-là, elle mit l'incident sur le compte de la fatigue. Mais la nuit suivante, les bruits se font plus proches, insidieux. Un courant d'air glacial se glissa sous la porte, faisant claquer le rideau. Cécile sentit une odeur étrange, mélange d'encens et de terre humide. Incapable de dormir, elle reste immobile, fixant l'obscurité, le cœur battant la chamade. Peu à peu, chaque recoin de la maison semblait devenir hostile, envahi d'un silence lourd, seulement brisé par le craquement des meubles ou le gémissement du vent. Rapidement, cette maison familiale lui parut inconnue. Une nuit,
elle fut brusquement arrachée du sommeil par la sensation d'un poids immense sur sa poitrine. Paralysée, elle ouvre les yeux sans pouvoir tourner la tête ni appeler à l'aide. Dans cette semi-conscience angoissante, elle sentit comme une main invisible l'écraser. Une respiration rauque rôdait à son oreille, lui murmurait des mots indistincts dans une langue inconnue. Les minutes lui parurent des heures, jusqu'à ce que, d'un coup, tout disparaisse. Haletante, trempée de sueur, elle se souvint de ces vieilles histoires, jadis citées à la veillée, l'œuvre du Dorlis. Le plus troublant arrive au petit matin. Mathis, habituellement intrépide, entra dans la cuisine les yeux cernés, refusant de rester seul même pour s'habiller. « Maman, j'ai vu une ombre, elle m'a touché l'épaule. » Pour la première fois, Cécile sentit la panique s'insinuer. Cette nuit-là, elle a décidé de veiller. Elle lutta contre le sommeil, une lampe de poche à la main, observant la course des ombres sur les murs. Mais rien ne pouvait la préparer à ce qui suivit. Vers 3 heures du matin, alors que le silence devenait assourdissant, un bruit sec la fit sursauter. Une chaise venait de glisser violemment dans la salle à manger, seule, sans la moindre explication. Cécile accourut et distingua alors, sur le mur, une marque rougeâtre, comme la trace d'une main brûlée. Elle recula d'horreur. Dans le même instant, toutes les lampes se mirent à vaciller, projetant des ombres monstrueuses. Le lendemain, Cécile se retrouva avec une empreinte étrange, des doigts imprimés dans la chaise, rouges et brûlants au toucher. Elle tenta d'en parler à sa famille. Certains se moquèrent doucement, d'autres lui conseillèrent d'aller voir un prêtre ou une figure du village réputée pour chasser les mauvais esprits. Les phénomènes persistaient. Chaque nuit plus terrible, épuisant mère et fils. Une fois, Mathis se réveilla en hurlant. Il rêvait qu'on le traînait par les pieds, incapable de lutter. Il refusait de dormir seul. Cécile s'éteignait à vue d'œil, rongée par la terreur, minée par la honte de ne pas être crue. C'est une amie, sensible à son désarroi, qui lui conseilla la prière, insista à lire à voix haute des psaumes protecteurs, à laisser une radio allumée toute la nuit, à allumer une bougie près du lit de Mathis. Ce rituel fut un tournant. Une nuit, accrochée à la voix de son amie, Cécile sentit la présence revenir, plus écrasante que jamais. Armée de ses dernières forces, elle se mit à réciter des paroles chuchotées avec une conviction féroce. « Au nom de Jésus, va-t'en !» L'air semble vibrer, la pièce s'éclaire doucement et soudain, comme chassée par une tempête invisible, la présence disparut. Depuis ce soir-là, plus rien, ni bruit, ni marque, ni paralysie, mais le souvenir reste inscrit à jamais, comme un avertissement silencieux. La peur, jusque dans sa propre maison, peut prendre la forme de l'inexplicable, bouleverser la réalité, isoler ceux qui la vivent. Dans cette histoire, la tension monte d'un cran chaque nuit. La frontière entre rationalité et croyance s'efface. Ce récit rappelle que, au-delà du folklore, l'expérience vécue laisse des traces bien réelles, et que parfois, seule la force de la foi et la parole partagée permettent d'affronter ces ténèbres invisibles. Passons au 3e témoignage. Dans l'histoire vraie de Mireille, prépare-toi à ressentir ce que vivre sous l'emprise du Dorlis signifie vraiment. Mireille avait grandi dans ce petit bourg oublié, là où la nuit ne se dissipe jamais tout à fait, et où chaque murmure du vent portait les échos anciens des légendes insulaires. Sa mère l'avait souvent mise en garde contre le mari de nuit, ce spectre égaré cherchant à asservir les âmes. Elle n'en avait jamais cru un mot. Pour elle, ces récits faisaient partie du folklore qu'on partage autour d'une bougie, juste assez pour se faire frissonner avant de s'endormir. Mais tout bascula ce soir-là. Mireille venait tout juste d'avoir 15 ans.
Les vacances scolaires avaient vidé leur maison de la moindre agitation. Seulement, ce soir, ses parents étaient partis rendre visite à une tante malade, la laissant pour la première fois totalement seule. Excitée à l'idée de goûter à sa propre indépendance, elle avait prolongé sa veillée, pianotant sur son téléphone, lisant à la lueur d'une lampe. Mais vers minuit, une brise glacée s'infiltra par la porte, pourtant bien verrouillée. Elle songea d'abord à un courant d'air, mais la température de la pièce avait chuté brutalement. Soudain, les aboiements des chiens dehors s'interrompirent, laissant derrière eux un silence parfaitement anormal. Mireille sentit ses poils se dresser, une sueur froide descendre le long de sa colonne vertébrale. Elle tenta de se raisonner, d'étouffer le malaise qui s'installait, mais à cet instant précis, elle capta dans la pénombre un souffle étrange, un mouvement imperceptible, à la limite du champ de vision. Son cœur battait à tout rompre, le plancher grinçait lentement, suivi d'un nouveau souffle, plus proche cette fois. Elle se recroquevilla en position du fœtus, tirant la couverture jusqu'au menton. Clouée au lit, Mireille se sentit envahie par une terreur pure lorsque sa respiration se fit soudainement difficile. Une pression invisible pesait sur son torse, l'empêchait de bouger. Elle essaya d'appeler à l'aide, mais aucun son ne franchissait ses lèvres. Les minutes s'étiraient, interminables, chaque seconde la plongeant plus loin dans l'horreur. Dans ce moment de paralysie absolue, elle vit au coin de la pièce une forme grandir, se détacher doucement du mur, vaporeuse, indéfinie. Deux lueurs pâles, là où auraient dû se trouver des yeux, brillaient à la lueur de la lune. La silhouette s'approcha lentement, s'asseyant au bord de son lit. Un souffle fétide effleura sa joue. Totalement consciente, elle luttait pour ne pas sombrer. Dans l'incapacité de réciter la moindre prière, submergée par la peur, Mireille tenta désespérément de se rappeler les conseils de sa grand-mère. Si un jour tu sens la présence du Dorlis, ferme tes poings, pense fort à quelqu'un que tu aimes et répète son nom dans ta tête. Elle s'accrocha à la pensée de sa mère, répétant mentalement son prénom comme un talisman. Peu à peu, la pression diminua. La forme s'évanouit dans un souffle humide. Épuisée, elle se libéra de son mutisme dans un cri à peine audible. Tremblante, elle resta éveillée le reste de la nuit. À l'aube, Mireille constatait d'étranges traces de griffures rouges sur ses bras, des marques trop nettes pour être accidentelles. Les jours suivants, l'angoisse monta d'un cran. Elle n'avoua rien à personne, s'enfermant dans le silence, évitant la chambre lorsque le soir tombait. Pourtant, chaque nuit, les phénomènes s'amplifiaient. Ombre mouvante dans sa périphérie, courant d'air soudain, impression que quelqu'un marchait lentement autour de son lit. Un matin, sa grand-mère reconnut dans ses yeux cernés la marque de ceux qui ont vu quelque chose. Mireille se confia, d'abord en larmes, puis avec ce sentiment immense d'avoir brisé un interdit. Sa grand-mère, empreinte de sagesse créole, lui proposa un rituel ancestral. Ensemble, elles répandirent du gros sel tout autour de la porte, déposèrent des filets d'ammoniac sur les rebords de la fenêtre et tracèrent à la craie blanche des symboles de protection au sol. Cette nuit-là, Mireille dormit sur le canapé dans la pièce éclairée. Le lendemain, les phénomènes cessèrent, comme par enchantement. Progressivement, elle retrouva le sommeil, même si une forme de vigilance nouvelle, presque animale, persistait au fond d'elle. Plusieurs années plus tard, Mireille raconta: « La peur n'est pas partie immédiatement, mais le fait de partager mon histoire, d'être crue, de trouver du soutien, m'a permis d'amener mieux. Le Dorlis, c'est le nom que nos ancêtres donnaient à tout ce qui nous vole notre paix. Pour moi, il restera toujours une part
de l'ombre humaine, de ce qu'on ne dit pas, mais qui finit toujours par refaire surface à la nuit tombée. Ce témoignage, aussi terrifiant qu'il soit, est celui de bien des victimes silencieuses. Il révèle que la peur, quand elle les tue, prend le pouvoir. Voici le 4e témoignage. On raconte que certaines personnes naissent sous une bonne étoile, d'autres sous une protection spirituelle mystérieuse, nés coiffés. Mais quand le monde de l'invisible frappe à ta porte, quelle armure est vraiment assez solide? Laisse-moi te hanter avec l'histoire saisissante d'Audrey, un prénom choisi pour préserver l'anonymat. Une jeune femme dont la force silencieuse brisa l'envoûtement du Dorlis et ébranla le village entier. Audrey avait grandi à l'ombre des flamboyants rouges, dans une commune de Martinique où la vie semblait aussi paisible que les rivières sinueuses alentour. Enfant, sa grand-mère lui avait soufflé à l'oreille « Tu es né coiffé, le sort des esprits ne peut rien contre toi ». Cette croyance l'avait longtemps protégée de la peur, mais rien ne l'avait préparée à cette nuit où l'ombre du Dorlis allait franchir le seuil de sa tranquillité. Tout débuta par des petites choses à peine perceptibles. Des gémissements lointains lorsque la brise s'engouffrait par la fenêtre. Des ombres furtives sur les murs, le sentiment indescriptible d'être observé, même derrière la porte close de sa chambre. Audrey, rationnelle, les attribuait à la fatigue ou au stress des examens. Jusqu'à ce fameux soir d'août, où la chaleur lourde semblait étouffer toute la maison. Cette nuit-là, le son des grillons stoppa net, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Audrey sentit le froid saisir ses pieds. Le drap serré autour d'elle, un courant d'air secoua brusquement les rideaux. Elle ouvrit les yeux. Une silhouette indistincte, plus sombre que l'ombre, semblait s'avancer lentement dans la pièce. Au lieu de la panique, une colère sourde monta en elle. « Pas ce soir !» pensa-t-elle, se rappelant la promesse de sa grand-mère sur la force des nez coiffés. Mais l'entité ne se laissa pas intimider. Audrey crut voir la forme se pencher sur son lit, la tétaniser du regard. Son corps refusa de bouger. Sa langue laissa échapper à peine un souffle. Un poids oppressant s'écrasa sur sa poitrine, la noya sous des vagues de peur pure. Son cœur tambourinait, sa respiration se fit sifflante. Autour d'elle, la lumière vacilla brusquement, dessinant des motifs étranges sur les murs. Elle sentit des doigts glacés effleurer son front. L'odeur de terre humide envahit la chambre. Audrey crut défaillir. Dans un élan de survie, elle se rappela une astuce transmise de génération en génération. Prononcer une prière, le prénom d'un aïeul, demander à son ange gardien d'intervenir. Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle lança mentalement un appel désespéré à sa grand-mère disparue. Soudain, la pièce se figea. L'ombre recula, désarçonnée, et Audrey sentit un regain de vitalité. Dans un réflexe viscéral et animal, elle poussa un hurlement venu du fond des âges, un cri qui fendit la nuit. Le vacarme alerta ses parents et les voisins. Les lumières irradièrent le village, mais c'est alors que la vraie terreur révéla son visage. Dans la ruelle, on aperçut une silhouette humaine en fuite, titubant dans la pénombre. Il n'était pas question cette fois d'un esprit insaisissable, mais d'un homme bien réel. Les cris et les éclats de voix réveillèrent tout le quartier. Rapidement, la police intervint, arrêtant ce voisin auparavant sans histoire, dont le secret honteux déchira la communauté. Ce fut la stupeur, l'effroi, la colère. Le Dorlis avait donc, cette fois, un visage humain, celui d'un prédateur, dont la perversité se cachait derrière la façade des convenances. Audrey, brisée mais debout, fut au centre de toutes les conversations.
La jeune fille, née coiffée, qui avait eu la force de crier, de briser l'envoûtement et d'exposer ce monstre tapi dans l'ombre. Les jours qui suivirent furent marqués par l'embarras et le chuchotement, mais aussi par une solidarité renouvelée. Audrey n'était plus seulement la survivante d'une agression surnaturelle, elle était celle qui avait permis, par son courage et son cri, d'arrêter la spirale du silence. Dans sa chambre, une veilleuse brille encore chaque nuit. Même protégée par sa coiffe, Audrey confie aujourd'hui que la nuit lui rappelle que le mal parfois porte un visage bien humain. Pourtant, jamais elle n'a regretté d'avoir crié, d'avoir agi alors que tant d'autres se taisent. Ce témoignage ébranle la frontière entre l'invisible et le réel. Il dénonce la capacité du silence à protéger le mal, mais célèbre la puissance de la voix, du courage individuel et collectif. Les légendes de Dorlis possèdent certes une dimension mystique, mais elles mettent aussi en lumière les vérités cachées de notre société. On arrive au 5e témoignage. Laisse-toi porter par le récit de Dina, une femme ordinaire qui, grâce à une parole chuchotée dans la pénombre, a découvert le vrai pouvoir de la voix face à la nuit. Dina n'avait rien d'une femme superstitieuse. Mère de 2 enfants, éducatrice engagée, elle vivait en banlieue d'une grande ville antillaise, là où les traditions cohabitent avec la modernité et où les rumeurs courent comme le vent entre les maisons tollées. Mais un soir, sous l'apparente banalité de la routine familiale, l'impensable s'invita. Tout débuta par de simples insomnies. Dina s'endormait mal, le cœur serré, sans raison apparente. Puis vinrent les cauchemars, un sentiment d'étouffement, des visions de silhouettes noires qui tournaient autour du lit, un souffle glacé sur sa peau brûlante. Elle mettait ça sur le compte du stress, jusqu'à ce que la frontière entre rêve et réalité se fissure brutalement. Une nuit de pleine lune, alors que le silence régnait de la chambre d'enfant au salon désert, Dina émergea d'un demi-sommeil paralysé. Une chape invisible d'oppression écrasait sa poitrine. Elle voulait crier, mais seuls des gémissements muets vibraient dans son crâne. Au pied de son lit, une ombre ondulait, indistincte, mouvante, comme une flamme noire. Elle sentit une présence, glacée et pénétrante, s'approcher. La peur monta. Ses membres refusaient désespérément de bouger. Étouffée, Dina luttait contre l'idée qu'elle perdait l'esprit. Mais l'ombre persistait, s'approchait. Un murmure, à la frontière de l'audible, sifflait dans sa tête. Des sons indistincts, mais chargés d'une intention mauvaise. C'est alors que son instinct, plus fort que la terreur, jaillit. Dans un effort désespéré, elle se raccrocha à la première prière apprise enfant. « Notre Père !» Mais il lui fut impossible de poursuivre. Chaque mot semblait se dissoudre avant même d'être pensé. Dans l'épaisseur oppressante de cette nuit, il ne lui resta alors qu'un mot. Jésus. Impossible de parler, alors elle le pensa. Elle le murmura tant bien que mal, encore et encore, comme un mantra. Jésus, Jésus, Jésus. À chacune de ces répétitions mentales, Dina sentit la pression diminuer, l'air reprendre possession de ses poumons, la pièce regagner de sa réalité familière. L'ombre se dissipa, aspirée dans un coin de la chambre, et le silence se fit total. Au matin, tremblante, Dina trouva sur sa peau l'empreinte rougeâtre d'une main inconnue, mais elle sut qu'elle avait triomphé, ou simplement survécu à cette nuit. Plusieurs jours durant, d'autres phénomènes étranges persistèrent. Lampes qui vacillent, courants d'air glacé, bruit de pas autour du lit. Mais à chaque attaque nocturne, à chaque frisson d'épouvante, Dina murmurait son mot-clé, sa parole remède. Peu à peu, les manifestations s'estompèrent, comme vaincues par la force tranquille de sa conviction. Malgré la peur, elle refusa de garder son secret pour elle. Elle en parla à ses proches. Le silence gêné fit place à la confession.
D'autres avaient vécu des expériences similaires, mais n'osaient l'avouer par honte ou crainte d'être traités de fous. C'est là que Dina fit la découverte qui bouleversa sa vision des choses. Ces attaques de Dorlis, ou peu importe le nom qu'on leur donne, prospéraient dans la solitude et le mutisme. Seule la parole libère, seule la voix brise la chaîne invisible qui enferme l'esprit dans l'angoisse. Guidée par cette certitude, Dina fut à l'écoute de dizaines de témoignages, prodigua conseils et réconfort à celles et ceux que la nuit meurtrissait. Son conseil, simple mais puissant, traversa le village. Quand le Dorlis vient, ne vous taisez jamais, même dans la paralysie, tentez de prononcer un mot de foi, une prière ou même un seul prénom qui porte la lumière. Parlez, murmurez, criez si vous le pouvez. Vous n'êtes pas seul. Au fil des mois, la peur changea de visage. Elle ne disparut pas, non, mais armée de mots, armée de sa force intérieure, Dina fit de la nuit un territoire moins hostile. Aujourd'hui, elle se rappelle encore ces soirs où la simple répétition d'un nom fut plus forte que l'ombre la plus ténébreuse. L'histoire de Dina, c'est la victoire de la conviction intime sur les monstres invisibles. C'est surtout le rappel qu'en chaque être humain réside une arme inestimable, le pouvoir du mot. Qu'il s'agisse de foi, de souvenir ou de résistance, la parole, même murmurée dans l'obscurité, peut parfois terrasser l'angoisse, rallumer l'espoir et peut-être tenir en respect les ténèbres. N'oublions jamais que dans le silence, la voix demeure notre meilleur allié. Osons parler, osons croire, car c'est en prononçant le mot, fût-il minuscule, qu'on retrouve la lumière au fond de la nuit. Pour terminer cet épisode, nous allons voir ensemble comment vaincre un Dorlis et quels sont les rituels et astuces populaires permettant de les chasser de nos vies pour toujours. Pour vaincre un Dorlis et se protéger de ses attaques, la tradition antillaise regorge de rituels et d'astuces populaires, à la fois d'ordre spirituel, symbolique et matériel. Ces pratiques mêlent prières, objets précieux et gestes à reproduire la nuit pour repousser cette entité nocturne. Les principaux rituels de protection contre le Dorlis. Porter des sous-vêtements à l'envers. Un des moyens les plus répandus, particulièrement pour les femmes, est de dormir avec une culotte noire ou rouge portée à l'envers. Cela rendrait la victime invisible ou méconnaissable au Dorlis, perturbant sa capacité à nuire. Déposer une paire de ciseaux ouverts sous le lit. Les ciseaux constituent un symbole puissant de coupure ou de rupture magique. Il s'agit d'une protection très connue, car le Dorlis redouterait la forme des ciseaux ouverts, assimilés aux épines du fromager, arbre sacré dans les Antilles. Placer du sel et du charbon à des endroits stratégiques. En traçant un cercle de sel ou en déposant du gros sel, voire du sable noir ou du jardin acheté chez un producteur local, non en grande surface, devant les portes, fenêtres ou sous le lit. On crée une barrière que le Dorlis serait obligé de compter grain à grain, l'empêchant ainsi de passer à l'action. Utiliser de l'ammoniac ou de l'alcali. Certaines recettes de grand-mère conseillent de verser un filet d'ammoniac ou d'alcali et d'essence de térébenthine dans des verres à placer aux 4 coins de la pièce pour repousser les entités nocturnes. Bains purificateurs et lotions. Des bains spécifiques sont recommandés, composés d'ingrédients comme du charbon, divers encens, storax, Saint-Michel, chasse-esprit, etc., huile bénite, voire de la pierre de lune. Ces bains servent à purifier le corps et à éloigner les mauvais esprits. Allumer une bougie bénite entourée de sel. La lumière et la bénédiction agiraient comme une barrière lumineuse contre la nuit. Utiliser de l'eau bénite et des prières durant le rituel. Rituel spirituel, la puissance de la prière.
réciter des prières spécifiques. De nombreux témoignages insistent sur l'efficacité de prières protectrices, notamment le psaume 31 ou des invocations demandant la protection de Jésus et de l'archange Michel. Ces prières sont à réciter avant de s'endormir, parfois à voix haute, pour affirmer sa volonté de se protéger. Utilisez l'eau bénite. Asperger la chambre, le lit et les fenêtres d'eau bénite est un geste courant, à accompagner de prières. Certains ajoutent aussi de l'encens ou brûlent de la sauge pour purifier l'air. Rituel de quimbois, magie locale. Dans certains cas, on consulte un quimboiseur qui pratique une série de rituels. Ablution, fumigation, formules magiques, utilisation d'amulettes, offrandes ou sacrifices symboliques pour casser le sort et éloigner l'esprit malfaisant. Conseils complémentaires. Dormir habillé, vêtements à l'envers. Il est conseillé d'éviter de dormir nu, car le dorlis s'attaquerait plus facilement aux personnes non vêtues ou sans protection symbolique. Échanger, parler, briser le silence. Comme le montre le témoignage de Dina, utiliser sa voix à travers la prière ou en partageant l'expérience est essentiel pour se libérer de l'emprise psychologique du dorlis. En résumé, la protection contre le dorlis repose sur la puissance des mots, des objets symboliques, sel, ciseaux, vêtements inversés, la foi et la solidarité communautaire. Entre superstition, spiritualité et psyché, ces rituels restent profondément ancrés dans la culture antillaise comme moyen de lutter contre la peur de l'invisible. Au terme de ce voyage dans l'ombre des dorlis, une évidence s'impose. Au-delà de la légende, ces histoires sont le miroir des peurs profondes, des traumatismes tuent et des solitudes qui habitent parfois nos nuits. Elles parlent autant des forces invisibles que des blessures intimes, des tabous que du besoin d'être entendu et de briser le silence. Derrière chaque récit, il y a un être humain qui, à sa manière, affronte l'inconnu. Qu'il s'agisse d'un esprit, d'une peur irrationnelle ou d'un mal bien réel. Les rituels, qu'ils soient spirituels, symboliques ou communautaires, soulignent l'importance de la foi, mais aussi de l'entraide et du partage dans le processus de guérison. N'oublions pas que la plus grande force réside peut-être dans la parole. Oser raconter, exprimer sa peur, chercher du soutien, écouter sans juger, car le poids du secret et de la honte alimente l'ombre. La lumière, elle, naît du dialogue et du courage d'affronter ensemble l'invisible. Si ce podcast t'a touché ou si tu as vécu toi aussi des nuits agitées par l'inexpliqué, souviens-toi que tu n'es pas seul. Tenons-nous la main. Parlons de nos peurs. C'est déjà parfois retrouver un peu de paix dans la nuit. Et si le cœur t'en dit, partage en commentaire ton histoire surnaturelle et comment tu t'en es sorti. Je pourrais même en faire un épisode, avec ton accord et protection de ton anonymat. Fais-le moi savoir en privé. Je te remercie pour ton écoute et surtout, prends soin de ta lumière intérieure qui, même vacillante, éclaire les ténèbres les plus épaisses. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite sur HDMH Story.